Il existe quelque chose de profondément perturbant dans la prise de conscience que toutes les personnes autour de nous ne nous veulent pas du bien. Certains individus marchent parmi nous avec des intentions obscures, dissimulées derrière des sourires calculés et des mots soigneusement choisis. Ils n'arrivent pas en annonçant leur véritable nature. Ils ne portent pas de panneaux d'avertissement. Il n'y a pas de sirènes qui retentissent lorsqu'ils entrent dans nos vies. Mais ils laissent des traces, des signes subtils que la philosophie stoïcienne nous a appris à reconnaître il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouvernait Rome à l'apogée de sa puissance, écrivait dans ses méditations personnelles que nous devons toujours être attentifs à la nature des personnes avec qui nous partageons notre vie. Non par méfiance paranoïaque ou cynisme destructeur, mais par sagesse pratique et soin de soi authentique. Parce que protéger notre paix intérieure, notre énergie vitale et notre équilibre émotionnel est un devoir sacré que nous avons envers nous-mêmes. Et plus encore, c'est une responsabilité que nous avons envers ceux que nous aimons véritablement et envers les causes auxquelles nous consacrons nos vies. La philosophie stoïcienne ne nous enseigne pas à voir le monde à travers des lentilles sombres en présumant la malveillance chez tous. Au contraire, elle nous invite à voir avec une clarté impartiale, reconnaissant à la fois la capacité humaine pour une vertu extraordinaire et notre vulnérabilité aux vices destructeurs. Les stoïciens étaient des réalistes compatissants, ni des optimistes naïfs, ni des pessimistes amers. Et cette vision équilibrée est exactement ce dont nous avons besoin lorsque nous naviguons le terrain complexe des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 signes révélateurs qu'une personne proche de vous pourrait opérer avec des intentions véritablement destructrices. Ce ne sont pas des jugements superficiels basés sur des premières impressions ou des suppositions précipitées. Ce sont des schémas comportementaux observés et documentés à travers des millénaires d'expériences humaines, raffinés par la sagesse des maîtres stoïciens qui ont consacré leur vie à l'étude de la nature humaine et de la vie vertueuse. Chacun de ces signes sera exploré en profondeur avec des exemples concrets, des réflexions philosophiques et des orientations pratiques sur la façon de répondre lorsque vous les identifiez. Car la connaissance sans application est stérile, et la sagesse sans le courage d'agir est inutile. Mon objectif n'est pas seulement de vous informer, mais de vous équiper d'outils mentaux et émotionnels qui transformeront fondamentalement la façon dont vous percevez et répondez aux dynamiques relationnelles destructrices. Avant de commencer ce voyage de découverte, je veux vous inviter personnellement à vous abonner à la chaîne La Voie Stoïque et à activer les notifications. Ici, nous partageons chaque semaine des enseignements pratiques qui transforment les vies à travers la philosophie ancienne appliquée aux défis modernes. Ce n'est pas simplement une autre chaîne d'auto-assistance superficielle. C'est une communauté de personnes engagées dans un développement réel, dans une croissance qui va au-delà des affirmations vides et embrasse la difficulté transformatrice du véritable travail intérieur. Et si ce contenu résonne en vous au cours des prochaines minutes, laissez votre like pour que davantage de personnes puissent trouver ces réflexions essentielles. Maintenant, préparez votre esprit et votre cœur. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut complètement changer votre perception de certaines relations dans votre vie. Et bien que cette conscience puisse être initialement inconfortable, perturbante même, elle est absolument libératrice. Parce que vous ne pouvez pas vous protéger des dangers que vous ne pouvez pas voir. Et vous ne pouvez pas faire des choix véritablement libres sans clarté sur la véritable nature des dynamiques dans lesquelles vous êtes impliqués. Alors, respirez profondément. Centrez-vous et plongeons ensemble dans cette exploration profonde. Signe numéro 1. La distorsion constante de la réalité.
Il existe une différence fondamentale, abyssale même, entre quelqu'un qui commet occasionnellement des erreurs de perception ou de mémoire, et quelqu'un qui déforme systématiquement la réalité pour servir ses propres intérêts. Nous tous, dans notre faillibilité humaine, nous souvenons parfois d'événements d'une manière légèrement différente de la façon dont ils se sont produits. Nos souvenirs sont des reconstructions, pas des enregistrements parfaits, et ils sont influencés par nos émotions, nos attentes et nos contextes ultérieurs. C'est de la neuroscience de base, et cela n'indique pas de malveillance. Mais ce que je décris ici est catégoriquement différent. Sénèque nous avertissait que la vérité possède son propre poids, une substance qui n'a pas besoin d'ornement ou d'élaboration. La vérité est stable, cohérente et résistante à l'examen minutieux. Mais pour certaines personnes, des personnes véritablement dangereuses, la vérité n'est qu'un matériau brut à façonner selon leurs besoins du moment. Elles n'ont pas de relation respectueuse avec les faits objectifs. Pour elles, la réalité est malléable et les mensonges sont simplement des outils dans l'arsenal de manipulation. Permettez-moi de partager une expérience qui illustre parfaitement cela. Une expérience qui m'a appris plus sur la nature humaine que des années d'études académiques. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une organisation où il y avait un collègue que tout le monde admirait pour sa compétence apparente, son charisme et sa capacité de leadership. Il avait une présence magnétique en réunion, semblait toujours avoir les bonnes réponses et accumulait des éloges de ses supérieurs avec une facilité impressionnante. Pendant des mois, j'ai observé son travail avec quelque chose entre l'admiration et une légère envie. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, une dissonance subtile que je ne pouvais pas articuler initialement. J'ai commencé à remarquer de petites incohérences dans ses histoires sur des projets antérieurs. Des détails qui changeaient légèrement chaque fois qu'il les racontait. Rien d'assez dramatique pour le confronter directement, mais suffisant pour éveiller mon attention. Et une fois que vous commencez à vraiment prêter attention, des schémas qui étaient auparavant invisibles commencent à émerger avec une clarté perturbante. Le moment de révélation complète est venu lors d'un projet critique sur lequel nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois. C'était un projet complexe avec de multiples parties prenantes, des délais serrés et des conséquences importantes pour l'organisation. J'étais présent à pratiquement chaque réunion, chaque décision importante, chaque moment crucial. Je connaissais intimement chaque nuance de ce projet, chaque défi que nous avons affronté, chaque solution que nous avons mise en œuvre. Puis est venue la présentation finale à la direction exécutive. Et c'est là que j'ai été témoin de quelque chose qui a fondamentalement changé ma compréhension de ce dont certains êtres humains sont capables. Mon collègue a présenté un récit du projet qui était simultanément reconnaissable et complètement déformé. Les événements de base étaient là, les dates, les jalons principaux, certains résultats, mais les motivations, les responsabilités, les contributions et même le contexte dans lequel les décisions ont été prises ont été complètement reconfigurés. Il a décrit des problèmes qui n'ont jamais existé et des solutions héroïques qui ne se sont jamais produites. Il s'est attribué des décisions cruciales que d'autres avaient prises. Il a minimisé les contributions massives des membres de l'équipe tout en gonflant ses propres participations relativement mineures. Et le plus impressionnant, il a fait tout cela non pas avec l'hésitation de quelqu'un qui ment consciemment et lutte avec un malaise moral, mais avec la conviction tranquille de quelqu'un qui rapporte des événements exactement comme il s'en souvient. J'étais paralysé entre l'incrédulité et une fascination morbide. C'était comme regarder une pièce de fiction historique magistralement exécutée, où un acteur habile recrée des événements passés avec des libertés créatives extensives. Sauf que ce n'était pas de la fiction reconnue comme telle. C'était présenté comme une documentation factuelle
de la réalité partagée. Et le public, n'ayant pas été présent lors des événements réels, n'avait aucun moyen de savoir qu'il consommait un récit fabriqué. Après la présentation, lorsque nous étions seuls, j'ai essayé de souligner gentiment certaines des divergences les plus évidentes entre sa présentation et ce qui s'était réellement passé. Je m'attendais peut-être à de l'embarras, à une admission gênée d'avoir exagéré pour impressionner, ou au moins à une certaine reconnaissance que sa version avait divergé de la réalité. Ce que j'ai reçu était quelque chose de beaucoup plus perturbant. Il n'a pas reculé le moins du monde. Au lieu de cela, avec un calme absolument déconcertant, il a commencé à reconstruire ma propre compréhension des événements. Non, tu confonds avec la phase antérieure du projet, a-t-il dit à propos d'un événement que je savais avec une certitude absolue s'être passé exactement comme je le décrivais. Tu n'étais pas à cette réunion spécifique, a-t-il prétendu à propos d'une réunion où j'étais assis à côté de lui. Je pense que tu as du mal à voir la vue d'ensemble, a-t-il suggéré lorsque j'ai présenté une documentation spécifique qui contredisait ces allégations. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental et terrifiant. Il ne mentait pas seulement à la direction exécutive. Il essayait de me faire douter de ma propre santé mentale, de ma propre mémoire, de ma propre perception de la réalité. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me questionner. Est-ce que je confondais les détails? Est-ce que ma mémoire me faisait défaut? Avais-je mal compris des situations que je pensais avoir clairement comprises? Cette expérience m'a enseigné de manière viscérale ce que les psychologues appellent le gaslighting, une forme insidieuse d'abus psychologique où le perpétrateur fait systématiquement douter la victime de sa propre perception, mémoire et santé mentale. Le terme vient d'une pièce de 1938 et d'un film ultérieur appelé Gaslight, où un mari manipulateur convainc sa femme qu'elle devient folle, faisant des choses comme baisser les lampes à gaz dans la maison, puis nier que l'éclairage a changé lorsqu'elle le commente. Épictète enseignait que nous devons distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et l'une des choses qui n'est définitivement pas sous notre contrôle est la décision des autres de vivre dans la vérité ou dans l'illusion, d'opérer avec intégrité ou avec manipulation calculée. Mais ce que nous pouvons et devons contrôler, c'est notre réponse à ces distorsions et notre décision inébranlable de ne pas permettre qu'elles contaminent notre propre perception de la réalité. Après cette expérience, j'ai commencé à rechercher le phénomène plus profondément, en parlant discrètement avec d'autres qui avaient travaillé avec ce collègue auparavant. Et j'ai découvert un schéma répété de manière cohérente à travers des années et de multiples contextes. Il n'était pas simplement quelqu'un qui exagérait ou embellissait occasionnellement des histoires, un comportement problématique mais compréhensible. Il était un architecte systématique de réalités alternatives, quelqu'un pour qui la distorsion de la vérité n'était pas seulement un outil occasionnel, mais un mode opérationnel primaire. Les personnes qui déforment systématiquement la réalité opèrent selon des schémas reconnaissables, et comprendre ces schémas est crucial pour votre protection. Premièrement, elles mélangent des vérités partielles avec des fabrications, créant une tapisserie où il est extrêmement difficile de distinguer les fils réels des imaginaires. Ce mélange est intentionnel et stratégique. Les mensonges complets et éhontés sont relativement faciles à identifier et à contester. Mais quand 60% de ce que quelqu'un dit est vérifiable, nous devenons plus enclins à accepter les 40% fabriqués. Deuxièmement, elle présente ces distorsions avec une confiance absolue, exploitant notre tendance psychologique naturelle à croire ce qui semble sur d'eux. Il y a des recherches fascinantes en psychologie sociale montrant que la confiance vocale et le langage corporel assertif
influence considérablement si les gens croient une allégation, souvent plus que les preuves factuelles. Les déformateurs expérimentés le savent intuitivement et calibrent leur performance en conséquence. Troisièmement, lorsqu'elles sont questionnées ou confrontées à des preuves contradictoires, elles ne reculent pas et n'admettent pas l'erreur. Au lieu de cela, elles attaquent non pas les arguments présentés, mais la crédibilité, la santé mentale et les motivations de celui qui questionne. Pourquoi es-tu si sur la défensive? Pourquoi essaies-tu de saboter cela? Je pense que tu as un problème personnel avec moi et cela trouble ton jugement. Soudainement, la conversation ne porte plus sur des faits objectifs, mais sur vos déficiences supposées ou vos agendas cachés. Quatrièmement, et peut-être le plus insidieux, elles créent une dépendance à leur version de la réalité en sapant systématiquement votre confiance en votre propre perception. Cela ne se produit pas en une fois, mais progressivement, à travers des centaines de petites interactions où vos observations claires sont remises en question. Votre mémoire est corrigée, votre jugement est défié. Avec le temps, vous pouvez commencer à intérioriser le message que vos perceptions ne sont pas fiables et que vous avez besoin de cette personne pour interpréter correctement la réalité pour vous. Marc Aurèle nous rappelait constamment dans ses méditations de revenir aux premiers principes, aux observations directes, aux faits vérifiables. Défait l'impression fantaisiste, écrivait-il, en examinant sa vraie nature. Dans un monde où la distorsion est devenue presque un art raffiné, cette discipline mentale stoïcienne est plus nécessaire que jamais. Faites confiance à ce que vous avez vu de vos propres yeux. Faites confiance à ce que vous avez vécu directement. Faites confiance à votre mémoire lorsque vous savez qu'elle est claire. Mais soyez aussi intelligent sur la protection. Si vous êtes dans une situation où la distorsion systématique se produit, en particulier dans des contextes professionnels avec des conséquences importantes, documentez. Conservez des dossiers d'email, des notes de réunion, tout ce qui fournit des preuves objectives de ce qui s'est réellement passé. Ne le faites pas avec paranoïa ou hostilité, mais avec un pragmatisme calme. Parce que lorsque votre parole est mise contre celle d'un déformateur habile, les preuves documentées peuvent faire la différence entre la clarté et le chaos. Et lorsque quelqu'un essaie de vous convaincre que votre expérience vécue était erronée, lorsqu'il suggère que vos souvenirs clairs sont confus, lorsqu'il vous fait douter de votre propre santé mentale, reconnaissez cela pour ce que c'est, une tentative de contrôle psychologique. Ce n'est pas un désaccord honnête, ce n'est pas une différence de perspective, c'est une manipulation délibérée. Et la réponse appropriée n'est pas l'autocritique ou la concession, mais l'affirmation ferme et souvent la distance physique et émotionnelle. Sénèque a écrit que la vérité n'est jamais vaincue, seulement parfois temporairement obstruée. La vérité possède une qualité qu'aucun mensonge, peu importe à quel point il est élaboré, ne peut répliquer parfaitement. Elle reste stable au fil du temps et sous un examen croissant. Les mensonges, même les plus sophistiqués, finissent par révéler leur couture. Les incohérences s'accumulent, les contradictions émergent. La réalité a une façon de s'affirmer. Votre protection consiste à prêter attention à ces coutures, à valoriser la cohérence factuelle au-dessus du charisme persuasif et à reconnaître que toute relation, personnelle ou professionnelle, construite sur des fondations de distorsion systématique est condamnée. Elle peut ne pas s'effondrer immédiatement, elle peut même sembler impressionnante et solide pendant un certain temps, mais elle est structurellement dangereuse de manières qui se manifesteront éventuellement. Si vous identifiez quelqu'un dans votre vie qui ment sans remords apparent, qui construit des récits élaborés qui ne résistent pas à une vérification minutieuse, qui répond aux confrontations factuelles avec plus de distorsion ou avec des attaques contre votre crédibilité,
vous êtes face à quelqu'un de véritablement dangereux. Non pas parce que tous les mensonges sont égaux en gravité, mais parce que l'absence de remords et la systématisation du comportement indiquent une disposition fondamentale à vous traiter comme un moyen pour une fin, pas comme un être humain méritant la vérité et le respect. La décision sur la façon de répondre vous appartient et dépend de nombreux facteurs contextuels. Mais quelle que soit votre décision, prenez-la les yeux grands ouverts, en comprenant pleinement avec qui vous avez affaire. Parce que vous ne pouvez pas naviguer efficacement dans les relations lorsque vous opérez avec une carte fausse de la réalité. Et les personnes qui déforment systématiquement vous donnent essentiellement de fausses cartes, vous guidant non pas là où vous voulez aller, mais là où elles veulent que vous alliez. Signe numéro 2. L'enchantement qui cache le vide. Il y a une beauté hypnotique chez certaines personnes, une qualité magnétique difficile à articuler, mais impossible à ignorer. Elles entrent dans un environnement, et d'une certaine manière l'atmosphère change, devient plus vivante, plus intéressante. Les conversations avec elles coulent facilement, sans les silences gênants ou les échanges tendus qui caractérisent de nombreuses interactions sociales. Les sourires viennent naturellement en leur présence. Vous vous sentez vu d'une manière dont vous ne vous sentez peut-être pas souvent. Apprécié, compris, spécial. Et pendant un certain temps, possiblement un temps considérable, tout semble authentique et merveilleux. Vous pouvez sentir que vous avez trouvé cette connexion rare, cette amitié ou ce partenariat qui arrive une fois dans une vie. Mais Sénèque nous a avertis il y a 2 millénaires. Ce qui brille intensément aveugle souvent, nous empêchant de voir ce qui est réellement devant nous. Et cet aveuglement temporaire, induit par un charme intense, peut nous coûter cher. Nous devons faire ici une distinction cruciale, car je ne suggère en aucun cas que tout charisme est suspect ou que les personnes naturellement charmantes sont automatiquement problématiques. Ce serait absurdement injuste et factuellement incorrect. Le charme authentique, lorsqu'il naît d'un lieu véritable, est l'un des grands dons humains. Les personnes vraiment charismatiques illuminent les environnements non par manipulation calculée, mais parce que leur lumière vient d'un intérêt sincère pour les autres, d'une générosité d'esprit qui ne cherche pas de retour, d'une capacité véritable à faire en sorte que les autres se sentent valorisés et compris. Le charme authentique est durable parce qu'il n'est pas une performance. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui apprécie véritablement les autres êtres humains et trouve de la joie dans les interactions positives. Ces personnes sont cohérentes dans leur bonté. Elles traitent le serveur et le PDG avec un respect similaire. Elles n'allument et n'éteignent pas leur charme stratégiquement, et leurs relations ont une profondeur réelle, passant l'épreuve du temps et de la difficulté. Mais il existe un autre type de charme, catégoriquement différent, qui est construit, calculé et mis en œuvre comme un outil stratégique. Et reconnaître cette différence, développer une sensibilité pour distinguer l'authenticité de la performance, peut littéralement vous épargner des années de souffrance émotionnelle et de manipulation psychologique. J'ai connu une fois quelqu'un, je l'appellerai Raphaël, qui semblait sorti d'un manuel sur la façon d'être universellement aimé. Raphaël avait une capacité vraiment extraordinaire de faire en sorte que chaque personne individuelle se sente comme si elle était la personne la plus intéressante et la plus importante au monde. Lorsqu'il était avec vous, son attention était totale. Il posait des questions qui montraient qu'il écoutait vraiment. Il se souvenait de petits détails que vous aviez mentionnés dans des conversations précédentes. Il offrait une validation qui semblait authentique pour vos idées et préoccupations. Dans les premières semaines et même les premiers mois de notre amitié, je me sentais constamment énergisé et élevé après chaque interaction.
C'était comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment, qui voyait de la valeur en moi que je ne reconnaissais peut-être pas pleinement moi-même. Cette sensation était enivrante, et je me suis retrouvé à investir de plus en plus de temps et d'énergie émotionnelle dans la relation. Mais il y avait quelque chose, une petite divergence que je ne pouvais pas identifier initialement, mais qui créait un léger malaise au fond de ma conscience. Vous connaissez cette sensation ? Quand quelque chose est légèrement incorrect, mais vous ne pouvez pas articuler exactement quoi. Quand votre intuition signale une alerte, mais votre esprit rationnel ne peut pas la justifier. Les stoïciens accordaient une grande valeur à ces intuitions, non pas comme des vérités absolues, mais comme des signaux qui méritent une attention investigatrice. Le moment de clarté perturbante est venu de manière complètement accidentelle. J'étais dans un café en attendant un ami lorsque j'ai entendu une voix familière. C'était Raphaël, à une table proche, ayant une conversation avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et pendant que j'attendais, sans espionner délibérément mais simplement en étant présent, j'ai entendu Raphaël avoir une conversation étrangement familière. Il utilisait les mêmes phrases d'ouverture qu'il avait utilisées avec moi lorsque nous nous étions rencontrés. Il posait les mêmes questions dans une séquence similaire. Il offrait les mêmes types de validation et d'encouragement. Il utilisait même des gestes physiques spécifiques, se pencher en avant à un moment particulier, toucher légèrement le bras pour l'emphase, que j'avais interprété comme des signes de notre connexion spéciale. C'était comme regarder une performance répétée, exécutée avec précision pour un public différent. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est un peu effondré, parce que j'ai compris, avec une clarté soudaine et douloureuse, il n'y avait rien de spécial dans notre connexion. Ce n'était pas le résultat d'une chimie unique ou d'une compatibilité rare. C'était un script, une performance soigneusement développée et répétée avec précision mécanique pour chaque nouvelle cible. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à observer Raphaël plus attentivement, mais maintenant avec les yeux ouverts au lieu d'être aveuglés par l'enchantement. Et des schémas qui étaient auparavant invisibles sont devenus évidents. Son attention intense était temporairement offerte à chaque nouvelle connaissance, mais se transformait rarement en investissement soutenu dans les relations plus anciennes. Les personnes qui avaient été favorisées par son focus magnétique des mois auparavant étaient maintenant pratiquement ignorées. Son comportement variait dramatiquement en fonction de qui était présent. Avec les personnes en position de pouvoir ou d'influence, il était maximalement charmant. Avec ceux qui ne pouvaient pas offrir d'avantages évidents, il était poli mais distant. Et de manière fascinante, il avait une capacité presque surnaturelle à identifier les besoins émotionnels non satisfaits chez les gens et à offrir exactement ce qu'ils cherchaient. Quelqu'un qui se sentait invisible recevait une attention intense. Quelqu'un d'incertain sur ses capacités recevait une validation spécifique. Quelqu'un de solitaire recevait des promesses implicites ou explicites d'intimité profonde. Non pas parce que Raphaël ressentait ou offrait véritablement ces choses, mais parce qu'il avait appris qu'en les offrant, cela créait des liens qu'il pouvait ensuite exploiter. Épictète nous a enseigné à observer non seulement les paroles des gens, mais la cohérence entre leurs paroles, leurs actions et leurs résultats au fil du temps. C'est le test crucial, l'outil diagnostique essentiel pour distinguer le charme véritable de la manipulation déguisée. Et lorsque nous appliquons ce test, les différences émergent avec clarté. Le charme authentique est cohérent. La personne traite fondamentalement tout le monde avec un respect de base, même si elle varie naturellement dans les niveaux d'intimité ou d'investissement avec différentes personnes. Les manipulateurs, en revanche, sont radicalement sélectifs. Leur charme est une ressource stratégiquement allouée, pas une qualité constante. Le charme authentique est patient.
Les relations véritables se développent organiquement, à travers du temps partagé, une vulnérabilité graduelle, une confiance construite à travers de multiples interactions cohérentes. Les manipulateurs n'ont ni la patience ni l'intérêt véritable pour ce processus naturel. Alors ils accélèrent artificiellement, vous bombardant d'attention, créant une illusion d'intimité profonde beaucoup plus rapidement qu'il ne serait possible organiquement. Les psychologues appellent cette technique le love bombing lorsqu'elle se produit dans des contextes romantiques. Mais le phénomène se produit également dans les amitiés, les relations professionnelles, les dynamiques familiales et pratiquement tout contexte relationnel. L'idée est de créer un lien fort, rapidement, avant que vous n'ayez le temps adéquat pour évaluer le caractère réel de la personne à travers l'observation soutenue d'un comportement cohérent. Le charme authentique survit à la difficulté. Lorsque la relation fait face au stress, désaccord, besoin de soutenir l'autre à travers une difficulté, moment où la commodité est défiée, les personnes véritablement charismatiques restent. Leur bonté n'était pas conditionnelle à ce que tout se passe bien. Les manipulateurs, en revanche, disparaissent lorsque le calcul coût-bénéfice change, lorsque vous avez besoin de plus que ce que vous offrez, lorsque maintenir le masque devient peu pratique. Une caractéristique particulièrement révélatrice du charme manipulateur est la façon dont la personne traite ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. Marc Aurèle maintenait la pratique d'observer comment les sénateurs et les officiers de haut rang traitaient les esclaves et les serviteurs, car cela révélait le vrai caractère d'une manière que le comportement avec les pairs ne pourrait jamais. Le même principe s'applique aujourd'hui. Comment la personne charmante traite-t-elle les serveurs, les nettoyeurs, les vendeurs, toute personne en position de service ou de moindre pouvoir social? Si le charme reste relativement cohérent, vous avez probablement affaire à l'authenticité. S'il disparaît complètement ou se transforme en impatience et en manque de respect, vous voyez une performance temporaire, pas un vrai caractère. Une autre caractéristique révélatrice est ce qui se passe lorsque la personne charmante n'a pas de public. Les manipulateurs expérimentés sont performatifs. Ils ont besoin de spectateurs pour motiver la performance. Alors dans des contextes privés, surtout une fois qu'ils vous considèrent déjà capturé, le masque peut glisser. Vous pouvez voir de l'impatience, de l'irritation, voire de la cruauté qui sont complètement absentes dans les présentations publiques. Il y a aussi un schéma intéressant lié aux histoires du passé. Les manipulateurs ont souvent un historique mystérieux ou curieux de relations qui ont mal tourné. Et dans leurs récits, ils sont toujours les victimes d'ingratitude, de malentendus ou de trahison des autres. Il y a rarement une reconnaissance de responsabilité propre ou de schémas répétés qui suggéreraient des problèmes comportementaux propres. Si vous entendez quelqu'un décrire série après série de relations qui se sont terminées avec l'autre personne étant folles, malveillantes ou ingrates, alors qu'eux-mêmes étaient toujours raisonnables et bien intentionnés, votre intuition devrait s'activer. Parce que bien qu'il soit certainement possible d'avoir de la malchance avec quelques personnes, un schéma cohérent à travers de multiples relations indique généralement un problème comportemental du dénominateur commun. Sénèque a écrit que « la vertu brille de sa propre lumière, sans avoir besoin d'être éclairée par des projecteurs externes. La vraie bonté, le charme authentique, n'a pas besoin de dramaturgie ou de performance constante. Elle existe simplement, se manifestant naturellement dans un comportement cohérent, un traitement respectueux universel, une intégrité qui se maintient lorsque personne d'important n'observe. Votre protection contre le charme manipulateur commence par la reconnaissance qu'il existe une différence fondamentale entre le charisme véritable et la performance calculée. Puis elle se développe à travers l'observation patiente des schémas au fil du temps.
Ne laissez pas l'éclat initial vous aveugler. Ne prenez pas de décisions importantes sur la confiance et l'investissement émotionnel basés sur des impressions à court terme. Peu importe à quel point elles sont positives. Permettez aux relations de se développer à un rythme naturel. Observez la cohérence du traitement à travers différents contextes. Portez une attention particulière aux moments de stress ou d'inconvénient. Et faites confiance à votre intuition lorsque quelque chose semble trop performatif, trop répété, trop intense, trop rapidement. Si vous découvrez que quelqu'un dont le charme vous a capturé était en fait un manipulateur expérimenté, ne vous blâmez pas d'avoir été trompé. Ces personnes ont pratiqué. Elles ont affiné leur technique à travers de multiples victimes. Elles ont étudié la psychologie humaine, même si c'est intuitivement. Ce n'est pas le reflet de votre naïveté d'avoir cru. C'est le reflet de leur caractère d'avoir délibérément trompé. Et lorsque vous reconnaissez le charme manipulateur pour ce qu'il est, votre réponse appropriée est de créer de la distance avec une clarté calme. Pas besoin de confrontation dramatique ou de dénonciation publique. Simplement, désinvestissez émotionnellement, réduisez le contact, redirigez votre énergie vers des relations caractérisées par l'authenticité et la réciprocité véritable. Parce que la vie est trop courte et l'énergie émotionnelle est trop précieuse pour être gaspillée avec des personnes dont la bonté est une performance temporaire au lieu d'une qualité soutenue de caractère. Signe numéro 3. Le réseau de fausseté sans remords. Mentir occasionnellement par peur, embarras ou pour éviter de blesser quelqu'un inutilement est une faillibilité humaine compréhensible, peut-être même universelle. Nous tous, dans des moments de faiblesse, de lâcheté ou de confusion, nous nous écartons de la vérité absolue. Un mensonge blanc pour préserver les sentiments de quelqu'un. Une exagération pour rendre une histoire plus intéressante. Une omission pour éviter une confrontation difficile. Ce sont des imperfections humaines qui, bien que non idéales, sont différentes en nature et en degré de ce que je décris ici. Il existe une catégorie complètement différente de malhonnêteté que nous devons apprendre à reconnaître et dont nous devons nous protéger. Le mensonge systématique, construit sans remords apparent et maintenu avec la froideur de quelqu'un qui pratique un métier raffiné à travers des années d'expérience. Des personnes pour qui le mensonge n'est pas une faillite occasionnelle, mais un outil principal de navigation sociale et professionnelle. Sénèque observait que la vérité est simple dans sa nature essentielle, mais le mensonge nécessite une élaboration constante et une mémoire exceptionnelle. Cette observation capture parfaitement la dynamique des personnes pour qui mentir est devenu une seconde nature, presque un réflexe automatique. Chaque mensonge initial nécessite d'autres mensonges de soutien pour maintenir la cohérence. Ceux-ci nécessitent d'à leur tour plus de mensonges pour couvrir les incohérences. Le résultat est une structure de plus en plus complexe et fragile qui exige une mémoire extraordinaire et une absence totale de conscience morale pour être maintenue. Pendant une période significative de ma carrière professionnelle, j'ai maintenu une relation de travail étroite avec quelqu'un. Je l'appellerai Carolina, dont la compétence semblait véritablement impressionnante. Carolina rapportait des réalisations cohérentes dans un rôle antérieur. Elle résolvait des problèmes complexes avec une facilité apparente. Elle avait toujours des histoires fascinantes sur des succès passés, des projets innovants qu'elle avait dirigés, des clients importants qu'elle avait conquis, des reconnaissances qu'elle avait reçues. Le récit qu'elle construisait sur elle-même était extraordinairement cohérent et convaincant. Des détails spécifiques conféraient de la crédibilité. Des noms d'entreprises, des dates, des contextes qui semblaient vérifiables si quelqu'un décidait d'enquêter, bien que personne ne le fasse parce qu'il n'y avait simplement aucune raison de douter. Pourquoi questionnerions-nous?
Elle était confiante sans être arrogante, spécifique sans être excessivement détaillée, cohérente dans ses histoires. Pendant des années, littéralement des années, il ne m'est jamais venu à l'esprit de questionner le récit que Carolina avait construit. Pourquoi cela se produirait-il? Il n'y avait pas de signes évidents de malhonnêteté. Il n'y avait pas de contradiction flagrante. Et plus important encore, il n'y avait pas de motivation apparente pour une fabrication élaborée. Elle réussissait dans son rôle actuel, était respectée par ses collègues, financièrement confortable. Quel serait le but de mensonges élaborés sur le passé? Mais alors des circonstances inattendues ont nécessité la vérification de certaines de ces histoires, non pas par suspicion ou méfiance, mais par nécessité pratique liée à un projet spécifique. Nous avions besoin d'informations techniques spécifiques sur une méthodologie que Carolina prétendait avoir développée dans un rôle antérieur. Et pour obtenir les permissions appropriées et le crédit correct, nous devions contacter l'entreprise où elle prétendait avoir fait ce travail. C'était comme tirer le premier fil d'un pull soigneusement tricoté. Le premier mensonge découvert a conduit à l'enquête sur une autre allégation, qui a conduit à une autre, et encore une autre. Les projets qu'elle prétendait avoir dirigés n'existaient pas seulement sous la forme qu'elle décrivait. Ils n'existaient tout simplement jamais, de quelque manière que ce soit. Les entreprises où elle prétendait avoir travaillé dans des postes de direction n'avaient aucun enregistrement d'elle dans quelque capacité que ce soit, ou l'avaient dans des rôles beaucoup plus juniors que prétendus. Les réalisations célébrées et partagées à de multiples occasions étaient des fabrications complètes ou, dans certains cas encore plus perturbants, des appropriations du véritable travail d'autres collègues. Les prix mentionnés n'ont jamais été reçus. Les qualifications académiques alléguées n'existaient même pas. Les connexions avec des figures éminentes de l'industrie étaient exagérées au point de distorsion totale ou complètement inventées. Ce qui était le plus choquant pour moi n'était pas l'étendue de la malhonnêteté, bien que celle-ci soit vraiment impressionnante. C'était la facilité avec laquelle elle avait tissé et maintenu cette tapisserie élaborée de fausseté pendant si longtemps, à travers tant d'interactions, sans jamais glisser de manière significative. Le niveau de discipline mentale requis pour maintenir la cohérence à travers des années de mensonges composés est, de manière perturbante, presque admirable dans son étendue. Lorsque j'ai finalement confronté Carolina avec des preuves irréfutables, une documentation de multiples sources qui contredisaient des allégations spécifiques, sa réponse a été magistrale dans son audace et révélatrice dans sa nature. Il n'y a pas eu d'admission timide, il n'y a pas eu d'excuses embarrassées, il n'y a même pas eu de malaise visible ou de langage corporel suggérant qu'elle était prise en flagrant délit de mensonge. Au lieu de cela, il y a eu une contre-offensive élaborée et multiforme. Les preuves que j'ai présentées étaient mal interprétées ou mal contextualisées. Les sources que j'ai contactées n'étaient pas fiables ou avaient leurs propres agendas. J'utilisais des normes de vérification inappropriément rigoureuses qui ne reflétaient pas comment l'industrie fonctionnait réellement. Et de manière plus perturbante, ma propre motivation pour enquêter était suspecte. Peut-être de la jalousie de ses succès? Peut-être une tentative de sabotage? Peut-être un problème personnel avec elle qui troublait mon jugement professionnel. En quelques minutes, expertement orchestrées, moi, qui avais découvert des fabrications extensives et cherchais simplement l'honnêteté et la clarté, était positionné comme le problème. Et je dois admettre, même en sachant objectivement que j'avais raison, même avec une documentation solide, il y a eu des moments pendant cette conversation où j'ai commencé à questionner ma propre perception. C'est le pouvoir d'un menteur vraiment habile. Ils vous font douter même des preuves que vous avez collectées vous-même. Épictète nous a enseigné à plusieurs reprises que nous ne pouvons pas contrôler
les actions des autres, leurs choix moraux, leur décision de vivre avec ou sans intégrité. Tout ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres perceptions, nos jugements et nos réponses. Et la réponse appropriée, la seule réponse sage aux menteurs systématiques et sans remords, n'est pas d'essayer de les corriger, de les réformer, ou même de comprendre profondément pourquoi ils mentent. La réponse appropriée est de se retirer avec une fermeté calme de la toile de tromperie qu'ils habitent. Parce que voici la vérité fondamentale que nous devons comprendre viscéralement. Les personnes qui mentent compulsivement et systématiquement ne cherchent pas une communication véritable avec vous. Elles ne sont pas engagées dans un échange honnête d'idées et d'expériences. Elles gèrent les perceptions stratégiquement pour obtenir des avantages spécifiques. Vous n'êtes pas une personne pour elles, vous êtes un public, une ressource, un outil potentiel. Il existe des schémas comportementaux reconnaissables chez les menteurs systématiques. Et développer une conscience de ces schémas peut vous protéger de manière significative. Premièrement, leurs histoires les positionnent souvent comme des héros ou des victimes. Rarement comme des personnes ordinaires avec des expériences ordinaires et mélangées. Il y a toujours un élément dramatique qui rend l'histoire mémorable et les rend plus intéressants. Ils ont sauvé un projet crucial d'un désastre certain. Ils ont été lésés par des supérieurs jaloux. Ils ont eu une perspicacité brillante que personne d'autre n'a vue. Ils ont été trahis par un collègue malveillant. C'est toujours épique d'une certaine manière, toujours coloré, toujours avec eux dans un rôle central significatif. Cela contraste fortement avec la façon dont les personnes honnêtes décrivent généralement les expériences, avec des nuances, des ambiguïtés, une reconnaissance que la plupart des situations sont plus complexes que les récits simples de héros méchants permettent. Deuxièmement, lorsqu'ils sont interrogés sur des détails spécifiques de leurs histoires, les menteurs ont tendance à ajouter plus d'élaboration au lieu de simplifier. La vérité est naturellement simple et devient plus claire avec un questionnement spécifique. Les mensonges nécessitent une décoration constante, l'ajout de plus de détails inventés pour soutenir la structure initiale. Donc, si vous posez des questions spécifiques et que l'histoire devient exponentiellement plus complexe au lieu de plus claire, votre intuition devrait s'activer. Troisièmement, et peut-être le plus révélateur pour ceux qui prêtent attention soigneusement au fil du temps, il y a des incohérences entre différents récits de la même histoire. Les détails changent, les chronologies s'altèrent, les personnages apparaissent et disparaissent. Les rôles spécifiques s'étendent ou se contractent. Si vous prêtez attention au fil des mois ou des années, ces contradictions s'accumulent comme des nuages d'orage. Mais les menteurs expérimentés comptent sur deux aspects de la psychologie humaine qui les protègent généralement. Premièrement, que la plupart des gens ne prêtent pas attention aussi soigneusement sur le temps nécessaire pour remarquer les incohérences. Deuxièmement, que les gens sont relationnellement réticents à croire que quelqu'un mentirait si effrontément. Alors ils attribuent les incohérences perçues à des malentendus ou à une mémoire défaillante, propre au lieu de la malhonnêteté délibérée de l'autre. Quatrièmement, les menteurs systématiques ont souvent un historique curieux de relations qui ont mal tourné, toujours avec l'autre personne décrite comme problématique. Les ex-employeurs étaient incompétents ou malveillants. Les ex-partenaires étaient instables ou abusifs. Les ex-amis étaient jaloux ou traîtres. Il y a toujours une justification pour la fin, et ils sont toujours des victimes raisonnables de l'irrationalité ou de la méchanceté des autres. Lorsque vous entendez ce schéma, surtout lorsqu'il se répète à travers de multiples contextes et relations, considérez la possibilité que le dénominateur commun soit le problème. Il n'est pas impossible d'avoir de la malchance avec quelques personnes, mais lorsque chaque relation significative que quelqu'un décrit s'est terminée avec eux,
étant lésé et l'autre étant problématique. Statistiquement, il est beaucoup plus probable que nous entendions un récit déformé qui protège l'ego et évite la responsabilité. Cinquièmement et crucialement, lorsqu'ils sont confrontés directement à des preuves claires de mensonges, les menteurs systématiques ne répondent pas avec honte, admission ou excuse. Ils répondent avec une combinaison de déni complet. Ce n'est simplement pas vrai. Questionnement des preuves. D'où tiens-tu cela? Ce n'est pas fiable. Questionnement de vos motivations. Pourquoi m'attaques-tu? Ou remarquablement, inversion complète, où vous devenez le problème. Tu es paranoïaque, obsessionnel, inappropriément investigateur. Cette dernière technique est particulièrement efficace psychologiquement, parce que lorsque vous avez investi du temps et de l'énergie significative pour documenter la vérité, lorsque vous vous êtes suffisamment soucié pour vérifier les allégations, lorsque vous essayez d'avoir une conversation honnête basée sur des faits, et soudainement vous êtes caractérisé comme le problématique, il y a une dissonance cognitive profonde. Et dans la confusion de cette dissonance, le menteur échappe souvent à la responsabilité. Marc Aurèle nous conseille à plusieurs reprises dans ses méditations de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, jugements et actions. Nous ne pouvons pas contrôler si les autres choisissent l'honnêteté ou la malhonnêteté, mais nous pouvons absolument contrôler comment nous répondons lorsque nous détectons des schémas clairs de malhonnêteté systématique. Premièrement, faites confiance à vos propres perceptions et mémoires lorsque vous savez qu'elles sont claires. Ne permettez pas d'être gaslighté pour questionner la réalité que vous avez vécue directement. Si vous savez que quelque chose s'est passé d'une manière spécifique et que quelqu'un insiste qu'il s'est passé différemment, faites-vous confiance. Documentez lorsque c'est approprié, surtout dans des contextes professionnels. Deuxièmement, exigez la cohérence au fil du temps. Si l'histoire de quelqu'un change de manière significative entre les récits, pointez-le calmement mais fermement. Intéressant, parce que la dernière fois que nous avons discuté de cela, tu as dit X. Maintenant, tu dis Y. Lequel est correct? Les menteurs comptent souvent sur les gens qui ne confrontent pas les incohérences par politesse ou malaise social. Troisièmement, vérifiez lorsque c'est possible et approprié. Si quelqu'un fait des allégations spécifiques sur des qualifications, des expériences ou des réalisations, et que ces allégations sont pertinentes pour les décisions que vous prenez sur la confiance ou l'investissement, il n'y a rien de mal dans une vérification discrète. Mieux vaut découvrir la vérité tôt que d'être trompé extensivement. Quatrièmement, et peut-être le plus important, lorsque vous identifiez un schéma clair de mensonges systématique, prenez des décisions appropriées sur la proximité et la confiance. Cela ne signifie pas nécessairement une confrontation dramatique ou une dénonciation publique. Cela peut simplement signifier un désinvestissement émotionnel graduel, une réduction du contact, une assurance que vous n'êtes pas dans des positions où vous êtes vulnérable aux mensonges futurs de cette personne. Il y a aussi une dimension d'autocompassion importante ici. Si vous découvrez que vous avez été trompé extensivement par un menteur habile, résistez à la tendance à vous blâmer sévèrement. Comment ai-je pu être si idiot? Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ces questions autocritiques sont naturelles, mais ne sont ni utiles ni justifiées. Les menteurs expérimentés sont exactement cela. Expérimentés. Ils ont pratiqué pendant des années, souvent des décennies. Ils ont affiné leur technique à travers de multiples victimes. Ils ont appris quel type d'histoires sont les plus convaincants, comment les présenter pour une crédibilité maximale, comment répondre lorsqu'ils sont questionnés. Ils peuvent avoir intuitivement ce que les psychologues étudient formellement sur la persuasion et la crédibilité.
Vous n'étiez pas idiot ou naïf de croire initialement. Vous répondiez raisonnablement à une présentation confiante et apparemment crédible. Le problème n'est pas votre crédulité, c'est leur malhonnêteté délibérée. Et reconnaître cette distinction est crucial pour préserver votre capacité à faire confiance de manière appropriée aux personnes futures. Sénèque a écrit que la confiance doit être donnée progressivement, testée à travers le temps et l'expérience avant d'être offerte pleinement. C'est un conseil sage. Cela ne signifie pas un cynisme paralysant où vous suspectez tout le monde. Cela signifie une sagesse prudente où vous permettez aux personnes de démontrer la fiabilité à travers un comportement cohérent avant d'investir profondément. La vérité possède une qualité que les mensonges ne peuvent jamais répliquer parfaitement. Peu importe à quel point ils sont élaborés, elles restent stables au fil du temps et sous un examen croissant. Lorsque vous pressez la vérité avec un questionnement spécifique, elle devient plus claire, pas plus confuse. Lorsque vous la révisez après le temps, elle reste essentiellement la même. Lorsque vous la vérifiez à travers de multiples sources, les versions convergent au lieu de diverger. Les mensonges, en revanche, même les plus sophistiqués, finissent par révéler leur couture sous la pression du temps et de l'examen. Les incohérences s'accumulent, les contradictions émergent, les vérifications échouent. La réalité, obstinément, a une façon de s'affirmer, éventuellement, bien que parfois cela prenne un temps douloureusement long. Votre meilleure protection est une combinaison de confiance appropriée, calibrée, offerte progressivement basée sur la démonstration cohérente. Attention soigneuse aux schémas au fil du temps, surtout les incohérences et contradictions. Vérification lorsque c'est approprié, surtout pour les allégations qui affectent vos décisions significatives. Et promptitude à agir sur ce que vous découvrez, créant une distance appropriée des personnes qui démontrent des schémas clairs de malhonnêteté systématique. Si vous identifiez quelqu'un dans votre vie qui ment sans remords apparents, qui construit des récits élaborés qui ne résistent pas à une vérification minutieuse, qui répond aux confrontations factuelles avec plus de mensonges ou avec des attaques contre votre crédibilité, qui a un schéma de relations passées qui se sont mal terminées. Toujours étant la faute de l'autre, vous êtes face à quelqu'un de véritablement dangereux pour votre bien-être émotionnel et possiblement aussi matériel. Non pas parce que tous les mensonges sont égaux en gravité morale. Clairement, ils ne le sont pas. Mais parce que l'absence de remords et la systématisation du comportement indiquent une disposition fondamentale à vous traiter comme un moyen pour leur fin, pas comme un être humain complet méritant la vérité et le respect. Et il n'y a aucun moyen de construire une relation véritable, qu'elle soit romantique, amicale ou professionnelle, avec quelqu'un qui opère fondamentalement en mode de tromperie. Votre décision sur la façon de répondre dépend de multiples facteurs contextuels, nature de la relation, degré d'enchevêtrement dans votre vie, risques et coûts de divers types d'actions. Mais quelle que soit votre décision, faites-la les yeux grands ouverts, en comprenant pleinement la nature de la personne avec qui vous avez affaire. Parce que vous ne pouvez pas naviguer efficacement dans les relations lorsque vous opérez avec des informations fondamentalement fausses sur qui l'autre personne est vraiment et ce qu'elle a vraiment fait. Signe numéro 4. Le désert, où devrait être la compassion. L'empathie, la capacité de reconnaître les états émotionnels chez les autres, d'être touché par eux et de répondre de manière appropriée, est peut-être la colle la plus fondamentale qui maintient les communautés humaines ensemble. C'est ce qui nous permet de fonctionner comme une espèce coopérative au lieu d'individus purement compétitifs et isolés. C'est notre capacité à ressentir une résonance émotionnelle avec les joies et les souffrances des autres qui nous motive à nous arrêter pour aider un étranger en difficulté, à célébrer
véritablement les succès des amis, à pleurer avec ceux qui pleurent et à rire avec ceux qui rient. Cette capacité empathique n'est pas uniformément distribuée. Il y a une variation naturelle significative entre les individus influencés par des facteurs génétiques, neurologiques et environnementaux. Certaines personnes ressentent l'empathie si intensément qu'elle peut être presque débilitante, absorbant les émotions des autres au point de ne pas pouvoir distinguer clairement les sentiments propres des sentiments d'autrui. D'autres ressentent moins intensément, mais toujours suffisamment substantiellement pour motiver un comportement pro-social et une connexion véritable. Mais certaines personnes habitent un désert émotionnel, où cette capacité fondamentale est absente, ou si sévèrement atrophiée qu'elle est fonctionnellement inexistante. Et ce n'est pas à propos de l'introversion, de la difficulté avec l'expression émotionnelle ou de la neurodiversité qui affecte le traitement social. Ce sont des questions très différentes. Je décris l'absence ou la suppression de préoccupations véritables pour le bien-être émotionnel des autres, sauf lorsque c'est instrumentalement utile pour ses propres objectifs. Marc Aurèle réfléchissait fréquemment dans ses méditations sur notre nature sociale fondamentale, sur comment nous avons été faits pour vivre en communauté et coopérer. Nous sommes nés pour travailler ensemble, écrivait-il, comme les pieds, les mains, les paupières, comme les rangées de dents supérieures et inférieures. S'obstruer les uns les autres est contre nature. Pour lui, vivre sans empathie, sans préoccupation véritable pour le bien-être des autres êtres humains, n'était pas seulement une faillite morale individuelle, mais une négation de la nature humaine elle-même. Et lorsque nous rencontrons des personnes qui opèrent dans ce vide empathique, lorsque nous interagissons avec des individus pour qui la souffrance d'autrui est au mieux un inconvénient et souvent complètement non pertinent pour leur considération, nous sommes en présence de quelque chose de profondément perturbant. Pas nécessairement monstrueux au sens dramatique. Beaucoup d'individus non empathiques ne commettent jamais de crimes ou d'actes de violence évidentes, mais profondément problématiques en termes de capacité pour une relation véritable et un comportement éthique cohérent. Je me souviens d'une expérience particulièrement révélatrice qui a cristallisé ma compréhension de cette dynamique. Une collègue proche, je l'appellerai Anna, traversait une crise personnelle dévastatrice. Elle avait perdu un membre de la famille très cher de manière soudaine et traumatique et était visiblement fragmentée par la douleur aiguë. Toute personne minimalement attentive pouvait voir qu'elle allait mal. Yeux rouges, énergie dramatiquement diminuée, difficulté à se concentrer sur un travail qu'elle exécutait normalement efficacement. Pendant des semaines après la perte, j'ai vu notre cercle social et professionnel se mobiliser avec des gestes de soutien, grands et petits. Certaines personnes ont offert une présence physique, simplement s'asseoir avec Anna, lui permettant de parler ou de ne pas parler selon ses besoins. D'autres ont offert une aide pratique, préparant des repas, s'occupant de tâches qu'elle était temporairement incapable d'exécuter. D'autres encore ont offert de la flexibilité avec les engagements et les délais, reconnaissant qu'elle avait besoin d'espace pour traiter la perte. C'était beau à voir, honnêtement. L'humanité à son meilleur, des personnes imparfaites répondant avec une compassion véritable à la souffrance d'un membre de leur communauté. Aucun de ces gestes n'était extraordinaire individuellement, mais collectivement, ils créaient un réseau de soutien qui maintenait littéralement Anna fonctionnelle pendant une période impossible. Mais il y avait une personne, je l'appellerai Roberto, qui répondait de manière si radicalement différente que c'était choquant par contraste. Lorsqu'Anna a dû annuler un engagement de travail parce que les funérailles avaient lieu, Roberto a exprimé une irritation ouverte pour l'inconvénient. Pas un embarras discret que certaines personnes pourraient ressentir, mais supprimé par politesse.
Une irritation vocale, comme si Anna avait choisi de créer des difficultés pour lui délibérément. Lorsque d'autres, dans des conversations de groupe, exprimaient des préoccupations sur comment Anna s'en sortait. Demandant si quelqu'un avait parlé avec elle récemment ou s'il y avait quelque chose de plus que nous pourrions faire, Roberto changeait de sujet abruptement vers ses propres questions complètement non liées et triviales par comparaison. Plainte sur le trafic, frustration avec un logiciel informatique, opinion sur une série télévisée. Comme si la souffrance profonde d'une collègue ne s'enregistrait tout simplement pas comme suffisamment pertinente pour maintenir l'attention pendant 5 minutes. Et dans une occasion particulièrement choquante qui reste vivement dans ma mémoire, Anna a essayé d'exprimer quelque chose de sa douleur lors d'une réunion où nous étions tous présents. Pas dramatiquement ou de manière inappropriée, juste un moment bref de vulnérabilité où des larmes sont apparues et elle a dit quelque chose sur la difficulté de fonctionner. Et Roberto a littéralement, visiblement, vérifié son téléphone avec une expression d'impatience évidente, attendant qu'elle termine pour que la réunion puisse revenir aux questions importantes. Ce qui rendait tout cela plus perturbant et révélateur était que Roberto pouvait simuler l'empathie parfaitement quand cela lui convenait. Dans des contextes professionnels où il était observé par des supérieurs, il démontrait une préoccupation appropriée, disait les bonnes choses, faisait les gestes socialement attendus. Les expressions faciales étaient correctement calibrées. Le ton de la voix avait les modulations appropriées de préoccupation et de soutien. Mais c'était une pure performance, une compétence sociale apprise et exécutée lorsqu'elle était instrumentalement utile, sans substance émotionnelle réelle derrière. C'était comme regarder un acteur compétent exécuter un rôle pendant une performance, mais démontrant une indifférence complète au personnage lorsque les caméras cessent de tourner. L'empathie était un outil appliqué stratégiquement, pas une capacité véritable ou une orientation morale intériorisée. Sénèque observait dans ses lettres que nous pouvons juger le vrai caractère d'une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir, qui n'ont aucun pouvoir sur elle, qui sont complètement vulnérables et nécessiteux. Et le manque d'empathie véritable se révèle précisément dans ces moments. Lorsqu'il n'y a pas de public important à impressionner, lorsqu'il n'y a pas d'avantage social ou professionnel à gagner, lorsque la situation demande simplement de donner émotionnellement sans attente, de recevoir, les personnes dépourvues d'empathie véritable se retirent, minimisent ou, comme Roberto, expriment un ressentiment ouvert pour le besoin émotionnel des autres. Il existe des gradations et des distinctions importantes que nous devons faire ici, car je ne veux pas créer l'impression que toute difficulté avec l'empathie indique une personne dangereuse. Certaines personnes ont des difficultés véritables avec le traitement ou l'expression des émotions en raison de la neurodiversité, par exemple certaines manifestations de l'autisme, en raison d'un traumatisme significatif qui a créé des barrières défensives, ou en raison d'autres conditions psychologiques ou neurologiques. C'est très différent de l'absence d'empathie que je décris comme un signe de personne dangereuse. La différence cruciale réside dans l'intention et l'effort. Les personnes avec des difficultés empathiques véritables, mais fondamentalement bien intentionnées, se soucient profondément de leur impact sur les autres, même si elles luttent pour l'exprimer adéquatement ou traiter les indices émotionnels naturellement. Elles posent des questions sur ce qui est approprié. Elles essaient d'apprendre des règles sociales qui ne viennent pas intuitivement. Elles expriment des préoccupations d'avoir blessé quelqu'un par inadvertance. Elles font des efforts, même si l'effort est visiblement difficile et les résultats imparfaits. La direction est claire. Elles veulent se connecter, veulent soutenir, veulent faire le bien, même lorsqu'elles ne savent pas exactement comment. Les personnes véritablement sans empathie ne se soucient tout simplement pas.
Elles ne luttent pas pour exprimer une préoccupation qu'elles ressentent intérieurement. Elles ne ressentent pas de préoccupation pour commencer. Leur intérêt pour le bien-être émotionnel des autres existe seulement dans la mesure où ce bien-être affecte leurs propres objectifs. Si vous êtes heureux ou triste, souffrant ou prospérant, c'est pertinent seulement dans la mesure où cela impacte leur utilité ou leur commodité. Les schémas révélateurs incluent des réactions disproportionnellement froides à la souffrance évidente et significative, incapacité de célébrer véritablement les succès des autres sans jalousie ou besoin de recentrer l'attention sur eux-mêmes, transformation cohérente de chaque conversation sur les problèmes ou les joies des autres en discussion sur eux-mêmes, irritation lorsque les demandes émotionnelles des autres interfèrent avec leur commodité ou leur plan propre, et une qualité particulièrement transactionnelle dans toutes les relations. Ce dernier point mérite une élaboration extensive, car c'est une caractéristique particulièrement révélatrice et destructrice. Pour les personnes sans empathie véritable, toutes les relations, toutes, existent sur un spectre d'utilité calculée. Vous êtes précieux tant que vous offrez quelque chose qu'elles veulent. Statut social, connexion professionnelle, ressources matérielles, validation émotionnelle, divertissement, commodité. Lorsque vous êtes en position d'offrir ces choses, lorsque vous êtes utile d'une certaine manière, elles peuvent être extrêmement attentives. Mais c'est une attention calculée servant leurs propres objectifs, pas un soin véritable pour vous en tant que personne. Et le test définitif vient lorsque la dynamique change, lorsque vous avez temporairement ou en permanence besoin de plus que ce que vous offrez, lorsque vous êtes vulnérable, nécessiteux, traversant une difficulté. Chez une personne avec une empathie véritable, votre vulnérabilité active des instincts de soin et de protection. Elles se rapprochent en offre du soutien, sont disposées à donner plus qu'elles ne reçoivent temporairement parce qu'elles comprennent intuitivement que les relations sont des marathons, pas des sprints, et que nous traversons tous des phases de besoin. Mais chez une personne sans empathie, votre vulnérabilité active un calcul froid. Vous n'offrez plus assez de valeur pour justifier l'investissement de temps et d'énergie. Alors l'intérêt s'évapore. Les appels cessent d'être retournés. Les invitations diminuent et cessent. Et pire, il y a souvent un ressentiment ouvert pour vous avoir changé, pour être devenu lourd, pour ne plus être amusant ou positif comme vous l'étiez. Comme si votre souffrance était un choix égoïste que vous avez fait pour les déranger, au lieu d'une réalité humaine inévitable que nous affrontons tous. Épictète nous a enseigné à plusieurs reprises que nous devons accepter que nous ne pouvons pas changer la nature fondamentale des gens. N'attendez pas de figues d'un épineux, écrivait-il, utilisant une métaphore agricole simple mais puissante. Si la plante ne produit pas de figues, vous ne pouvez pas raisonnablement être frustré qu'elle ne produise pas de figues. Vous reconnaissez simplement la nature de la plante et ajustez vos attentes en conséquence. De même, si quelqu'un ne ressent pas d'empathie véritable, si cette capacité fondamentale est absente ou sévèrement atrophiée, aucune quantité d'explication, d'appel émotionnel ou de démonstration de vos propres besoins ne va créer cette capacité magiquement. Ce n'est pas votre faute d'expliquer inadéquatement ou de ne pas toucher leur cœur assez profondément. C'est une absence fondamentale en eux d'un organe émotionnel, métaphoriquement parlant, qui répondrait à un tel toucher. Ce qui est sous notre contrôle, totalement et complètement, c'est de reconnaître cette absence lorsque nous la rencontrons et d'ajuster nos attentes, notre investissement émotionnel et notre proximité en conséquence. Cela ne signifie pas nécessairement les traiter avec cruauté ou les écarter sommairement en tant qu'êtres humains. Mais cela signifie définitivement comprendre que vous ne pouvez pas attendre un soutien émotionnel véritable,
une réciprocité affective vraie ou une profondeur relationnelle de quelqu'un qui ne possède tout simplement pas la capacité de les offrir. Cela signifie ne pas vous blesser à plusieurs reprises en cherchant validation, soin ou compassion d'une source qui ne pourra jamais les fournir. Non pas parce qu'elle choisit de ne pas les fournir, mais parce qu'elle ne peut pas. Cela signifie ne pas investir votre vulnérabilité la plus profonde dans des personnes qui n'ont pas la capacité de l'honorer et de la protéger. Cela signifie réserver votre être émotionnel le plus vrai pour ces individus rares et précieux, capables de véritable empathie et de réciprocité compatissante. La philosophie stoïcienne nous rappelle aussi constamment notre responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. La tâche principale dans la vie, écrivait Épictète, est simplement celle-ci: identifier et séparer les affaires de sorte que je puisse dire clairement à moi-même: les choses externes ne sont pas sous mon contrôle. Le choix est sous mon contrôle. Et une partie cruciale de ce soin de soi intelligent est de reconnaître quand nous sommes dans des relations émotionnellement asymétriques, où nous donnons constamment, profondément, vulnérablement, sans jamais recevoir de réciprocité véritable. Ces relations drainent des ressources émotionnelles précieuses, sans nourrir en retour. Ce sont des investissements qui ne retournent jamais, des puits sans fond, où vous continuez à offrir soin, empathie, soutien, qui disparaissent dans un vide sans résonance. Et continuer à y investir n'est pas une vertu. Ce n'est pas une loyauté admirable. Ce n'est pas une compassion élevée. C'est, franchement, une mauvaise gestion de vos ressources émotionnelles finies. Votre empathie, votre capacité de soin véritable, votre disposition à être vulnérable et à soutenir les autres dans la vulnérabilité, ce sont des dons extraordinaires et précieux. Ce sont des ressources finies que vous devez investir sagement dans des personnes et des relations qui ont la capacité de réciprocité, qui honorent et valorisent ce que vous offrez, qui vous nourrissent en retour lorsque vous en avez besoin. Ne gaspillez pas ces dons avec des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas les apprécier. Ne continuez pas à donner de l'eau à un désert en espérant qu'il se transformera en jardin. Acceptez la nature du désert et plantez vos graines où il y a un sol fertile. Si vous identifiez quelqu'un dans votre vie qui est constamment froid ou indifférent face à la souffrance véritable des autres, incapable de célébrer les succès des autres, sans les transformer en opportunités de se concentrer sur lui-même, centrant toujours les conversations sur ses propres besoins et ignorant les besoins émotionnels des autres. Irrité lorsque les demandes émotionnelles des autres créent un inconvénient pour lui. Et caractérisé par une qualité transactionnelle dans les relations où l'intérêt pour vous fluctue dramatiquement, basé sur l'utilité que vous offrez, vous êtes en présence d'un vide empathique profond. Votre protection et votre bien-être dépendent d'ajuster votre proximité et votre investissement émotionnel en conséquence. Cela ne signifie pas nécessairement une confrontation dramatique ou une coupure complète dans toutes les circonstances, des contextes spécifiques, famille, travail, etc., peuvent compliquer les options. Mais cela signifie définitivement ne pas attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner, ne pas vous blesser à plusieurs reprises par l'absence de réciprocité qui ne viendra jamais, et investir votre vulnérabilité et votre profondeur émotionnelle ailleurs. Cherchez la réciprocité chez les personnes capables de l'offrir et valorisez profondément ces individus rares qui démontrent une véritable empathie et compassion, car ce sont des trésors qui rendent la vie non seulement tolérable, mais belle. Ces personnes méritent protection, soin et reconnaissance. Rappelez-vous que la réciprocité ne se force pas, elle surgit naturellement là où il y a maturité émotionnelle et caractère. Pour cette raison, n'implorez pas l'attention, ni n'essayez de convaincre ceux
qui ne sont pas disposés à vous voir. Certaines personnes ne perçoivent la valeur de la lumière que lorsqu'elles perdent celui qui l'apportait. Protégez votre énergie, investissez où il y a un retour affectif et entourez-vous de ceux qui vous choisissent avec intention et constance. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui aime de manière consciente, soutient sans envier et reste même dans les moments difficiles, valorisez-le, car de telles personnes sont rares et rendent la vie beaucoup plus significative.